Alors, je voudrais vous présenter ma deuxième idole après vous, Agnès Verdier-Molinier, c'est Nathalie Goulet. Nathalie Goulet est par Skype avec nous. Elle est sénatrice centriste, sénatrice UDI de l'Orne, elle a été celle qui, bonjour Nathalie Goulet, elle a été celle qui l'année dernière a voulu, avec une autre parlementaire, Madame Grandjean de La République En Marche, a voulu attirer l'attention des parlementaires et des Français sur cette fraude aux prestations sociales. Mal lui en a pris. Ça a été une volée de bois vert pour elle sur les réseaux sociaux. Ça a été même un certain nombre de parlementaires qui ont fait la gueule. Ça a été même des propos assez discourtois de celle qui était encore ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui l'a traitée de menteuse car elle voulait justement caractériser, Madame Goulet, Nathalie Goulet voulait caractériser cette fraude aux prestations sociales. Donc ça a été très dur. Et surtout, Nathalie Goulet, merci d'être là, Pascal, et surtout, ça n'a pas été simple quand vous êtes allé voir les grands patrons des grandes administrations françaises en demandant à la CNAM, à la Caisse nationale d'assurance maladie, ou à la CNAF, ou je sais pas, à Pôle emploi, je sais pas qui vous a... en leur demandant, soyez précis, qu'est-ce que c'est la fraude aux prestations sociales? Ça représente combien chez vous? Est-ce que vous faites des contrôles? Là, on vous a un peu fermé la porte au nez, non, Nathalie Goulet? Oui, tout à fait. Bon, je vois que j'ai rétrogradé dans l'ordre de vos idoles. Je suis maintenant numéro 2, mais c'est pas grave, je suis encore sur le podium. Non, très sérieusement, je crois qu'il y a une très grande difficulté à admettre cette fraude aux prestations sociales. Alors, en fait, j'y travaille depuis plus longtemps, puisque Charles Pratt a fait le lanceur d'alerte déjà depuis longtemps. Et très franchement, c'est un parcours du combattant. Les chiffres donnent le vertige et la mauvaise foi des administrations aussi. Ça représente combien? Alors, la mauvaise foi des administrations, justement, Nathalie Goulet, qu'est-ce que c'est la mauvaise foi des administrations? Soyez concrète, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on vous a dit en 2019 quand vous êtes allé les voir, ces administrations françaises, pour leur demander qu'est-ce que vous faites sur ce volet de la... D'abord, j'y suis allée en 2019 parce que c'était la conséquence logique d'un harcèlement parlementaire que je faisais, suivi par Charles Pratt, pour demander les chiffres exacts du nombre de cartes Vitale, du nombre d'inscrits, du nombre de vivants, du nombre de morts, etc. J'ai posé 10 questions d'actualité, j'ai posé 10 questions écrites. Donc, à la suite de ce harcèlement, je pense qu'on m'a donné une mission avec Carole Grandjean pour dire, bon, bah, maintenant, on va lui donner une mission, elle va se taire. Bon. Le problème, c'est que ce n'était pas comme ça. Bon. Mais est-ce que vous comprenez que pour détecter Abou Alok, notre célèbre Abou Alok dont Charles Pratt vient de vous parler, c'est pas la caisse qu'il sort. Il faut ruser avec la caisse pour lui donner des fausses identités qu'on a trouvées par ailleurs pour que la caisse accepte de considérer cette... Parce que si on avait demandé à la caisse s'ils avaient des faux, ils nous auraient dit ce qu'ils ont dit à un autre parlementaire qui évidemment n'avait pas l'intention de faire beaucoup de vagues. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fraude. Donc vous voyez, on a inversé le processus. Charles Pratt est allé chercher auprès des spécialistes une liste de noms dont les faux étaient avérés. Et c'est ce crash test à l'envers qui a permis de les coincer. Attendez, Nathalie, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que dans ce doux pays de France, dans cette démocratie française, où les citoyens français sont quand même tout de même des contribuables, ça veut dire qu'on a des grands patrons de l'administration qui ont probablement fait l'ENA et qui dirigent nos grandes administrations, la CNAV, la CNAM, Pôle emploi, etc., qui finalement ne sont pas soucieux du tout de transparence, qui sont plutôt soucieux de cacher à des élus de la République, des sénateurs ou des députés, sont soucieux de leur cacher la réalité de la fraude. Mais c'est hallucinant et c'est terrible, Nathalie Goulet. J'imagine que peu de Français peuvent imaginer un truc pareil, peuvent imaginer que nos grands patrons d'administration, dans ce pays où on parle tout le temps des valeurs de la République, que ces grands patrons de l'administration française nous cachent la réalité de la fraude aux prestations sociales. C'est dingue. Mais vous comprenez, le système est d'une complexité folle. Ensuite, il est extrêmement généreux.
Ensuite, il a des trous dans le dispositif, comme des portes cochères. Et donc, c'est un nid pour les fraudeurs, et Charles Pratt l'a très bien démontré. Mais l'énergie qu'il faut pour arriver à les mettre devant leurs responsabilités, parce que les chiffres, nous, on les a pas. On n'est pas à l'abri qu'ils bidouillent leur ordinateur, etc. Si Charles Pratt n'avait pas fait ce crash test à l'envers, on n'aurait jamais ressorti à Boualloc. Jamais. Et je vais vous dire mieux. La Cour des comptes qui vient de rendre un rapport. Alors, je ne sais pas si vous avez des accointances avec le prix de l'humour politique. Mais enfin, la Cour des comptes, plus de 1000 salariés, 213 millions de budget. Ce n'est pas deux petites parlementaires qui font un rapport avec leurs petits doigts boudinés. Non, 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 non. C'est la Cour des comptes, qui est une instance internationale qui valide aussi les comptes de toutes les administrations. Oui. Ah, vous voulez dire que... La Cour des comptes. Oui. Allez-y, allez-y. Qui est capable d'aller chercher un maire dans une commune rurale pour lui dire qu'il a trop dépensé pour mettre un peu de revêtement dans sa cour d'école, la Cour des comptes ne peut pas chiffrer, enfin au sud du monde. Oui. Oui, parce que la Cour des comptes dans cette affaire, vous avez raison de le dire, Agnès, elle a raison de le dire, Nathalie Goulet. La Cour des comptes dit, bon, c'est 1 milliard, je crois qu'elle donne le chiffre d'1 milliard, comme ça, mais on ne peut pas chiffrer, dit-elle, la véritable amplitude de la fraude aux prestations sociales. Mais elle a raison, la Cour des comptes, avec ses milliers de fonctionnaires, va chercher vraiment, avec les cours régionales des comptes, va emmerder un élu de terrain dans une commune de 300 habitants, mais sur ce volet énorme, qui touche à tous ces milliards d'argent détourné, là, elle dit « Ah non, ça prouve bien que c'est un sujet tabou parmi les sujets tabous. » Non, mais on sait très bien que c'est beaucoup plus qu'1 milliard d'euros. Rien que la fraude sur tout ce qui est des familiales, c'est plus de 2 milliards. Donc si on extrapole ça en se disant qu'il y a 3% de fraude sur l'ensemble des dépenses de prestations sociales, alors là, on peut dire qu'on est autour de 20 milliards. Je pense qu'on est un peu en dessous. Alors après, Charles Pratt dira on est au-dessus, j'en sais rien. Nous, on a toujours dit qu'on était dans une fourchette et qu'on pouvait dire une dizaine de milliards, voire plus. Mais c'est vrai qu'il faudrait avoir de vrais chiffres. Pourquoi la Cour des comptes? Pourquoi les administrations? Là, il ne faut pas oublier quand même la Cour des comptes est aussi une administration. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils ne travaillent pas pour les parlementaires. Ça fait des années que nous demandons qu'il y ait un organe d'évaluation, de chiffrage. Enfin, c'est quand même la Cour des comptes qui valide les comptes des caisses de la CNAM. C'est la Cour des comptes qui valide les caisses de la CNAM. Mais la Cour des comptes est à équidistance entre le gouvernement et le Parlement. Elle n'a jamais voulu se mettre au service du Parlement. Et par ailleurs, si on reprend les CAF, l'INSEE, enfin tous ceux qui travaillent finalement dans nos administrations et qui ne veulent pas forcément répondre, à un moment, il faut se poser la question aussi, pourquoi ils ne répondent pas aux élus? Pourquoi un président de département, quand il demande les chiffres sur le RSA, sur son département, pourquoi il ne peut pas y accéder alors que c'est financé par les taxes foncières de ceux qui sont résidents du département? Pourquoi tant d'opacité, mesdames, messieurs? Réponse dans quelques instants. Cette émission, je le dis franchement, on ne le dit pas tous les jours, mais le sujet est passionnant. Restez avec nous, c'est Brunet Direct sur LCI. Mesdames, messieurs, demain sort ce livre, Dans les coulisses du cash du siècle. Et le cash du siècle, c'est la fraude aux prestations sociales. Le titre de ce livre, Cartel des fraudes, aux éditions Ring, mesdames, messieurs. Il est écrit par un magistrat, un juge. Monsieur le juge, rebonjour, Charles Prats. Je suis en ligne également avec une femme sénatrice, Nathalie Goulet, UDI, qui se bat sur ce sujet, sur ce dossier depuis de longues années, avec d'ailleurs le juge Charles Prats, Nathalie Goulet. Je résume. L'administration a donc avoué 150 000 Français virtuels, fantômes, qui percevraient des aides sociales de façon indue. Voilà, 150 000 triches. Mais on découvre, selon le rapport de la commission d'enquête parlementaire, que ce n'est pas 150 000, c'est 1,8 million, soit 10 fois plus. Donc j'ai l'impression que l'administration nous a menti. Mais il y a un autre exemple, encore pire. L'administration nous dit il y a 72,4 millions d'assurés sociaux. 72,4 sur 67 millions de Français. Donc ça fait 5 millions en plus. Mais on découvre, et ça c'est la Cour des comptes qui le dit,
que c'est pas 72,4, c'est environ 3 millions de plus, 75,3 selon la Cour des comptes. Donc j'ai l'impression, Nathalie Goulet, Madame la sénatrice, que l'administration française a pris la fâcheuse habitude de nous raconter des cracks, de nous mentir, et de mentir encore plus grave, à des commissions d'enquête parlementaires, à des élus de la République. Mais c'est un scandale absolu, oui ou non? Oui, le dysfonctionnement est majeur, pour dire ça poliment. Et je dois dire que Charles Pratt est juge d'instruction aussi. Enfin, voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que stratégiquement, à force de poser des questions, à force de faire des déclarations, à force de travailler le dossier, finalement, c'est l'administration qui s'est emmêlé les pattes toute seule, comme un délinquant vous savez, en arabe, on dit le mensonge à la vie courte. Bon, et ben c'est exactement ça. Il y a deux formules que j'adore. Il y a le mensonge à la vie courte et il faut poursuivre le menteur jusqu'à la porte de sa maison. Eh ben nous, on a poursuivi le menteur jusqu'à la porte de sa maison. Nathalie, juste une seconde. Une question de chiffres. Ouais, juste une seconde. Vous me dites l'administration s'est emmêlée les pinceaux. Si ça n'était que ça, oui, ça ne serait pas très grave. Mais moi, j'ai le sentiment qu'elle a menti. Oui, oui, mais elle a menti parce que les dysfonctionnements, jusqu'à maintenant, quand elle donnait une réponse, les gens étaient satisfaits par la réponse. Mon collègue Jean-Marie von Nierenberg, on lui fait avaler n'importe quoi, lui il est très content, il écrit ce qu'on lui dit, il ne discute pas. Sauf que Charles Pratt, avec sa calculette, qui est le grand magistrat de la règle de 3, et moi, on a continué à travailler. Et donc, on les a poussés vers ces déclarations stupides. Et donc, si vous voulez, le dysfonctionnement est majeur déjà au départ avec le nombre de personnes assurées. Vous multipliez par les faux, vous multipliez par les prestations versées et vous tombez sur des sommes astronomiques. Donc, il reste une seule chose à faire, remettre le système à plat, faire un spoil système des responsables des caisses d'allocation familiale, qui encore, Marcella, marche pas trop mal, l'assurance maladie et la vieillesse. Il faut mettre ces organismes-là sous tutelle, et pas promouvoir leurs directeurs dans des cabinets ministériels. Ça aussi, il faut que ça s'arrête. Charles Pratt, vous, magistrat, quel est votre sentiment sur cette relative impunité quand même de ces grands responsables des administrations françaises qui ont pris la mauvaise habitude de mentir, quoi, de dire non, la fraude, il y en a un peu, vous savez, mais on la traque, il n'y en a pas tant que ça, c'est normal, il y en a toujours eu, etc. Et la réalité, c'est qu'ils nous mentent sur les chiffres, et ils ne mentent pas aux Français, ils mentent à la représentation nationale, ce qui est quand même, à mon avis, un délit caractérisé, non ? Écoutez, ça, il va appartenir à la commission d'enquête parlementaire d'évaluer si effectivement ils considèrent qu'on leur a menti ou pas, et dans ce cas-là, de saisir le procureur de la République s'ils l'estiment nécessaire. Vous savez qu'il y avait déjà eu une saisine du procureur national financier l'année dernière par le président de l'association professionnelle des magistrats, Jean-Paul Garot. Je ne serais pas étonné qu'il y ait une saisine complémentaire, parce qu'en fait, le parquet avait classé sans suite sur des détournements de fonds publics et éventuellement par négligence. Parce qu'effectivement, on arrive à un moment où les éléments qui sortent aujourd'hui montrent qu'en réalité, il n'y a pas eu de progrès réel depuis 2013 et qu'à un instant, aujourd'hui en 2020, où on nous dit encore, je lisais dans la presse hier, qu'on envisage d'augmenter les impôts, les cotisations pour créer une 5e branche de la sécurité sociale. Donc on va encore demander de l'argent aux Français, notamment aux retraités. Et on découvre en même temps qu'on a des dizaines de milliards de fraude aux prestations sociales d'un autre côté. Enfin, moi, je vous avoue, c'est même pas en tant que magistrat, mais en tant que citoyen, je trouve hallucinant qu'on se dise encore qu'on va aller piquer de l'argent dans la poche des contribuables pour les dépenses, alors qu'on a des dizaines de milliards d'euros de disponibles, et on sait très bien comment faire pour les récupérer ou pour éviter de les dépenser, à côté sur la fraude. Oui, c'est combien la fraude ? Parce que c'est combien ? C'est difficile. Votre évaluation, vous avez travaillé dessus. Moi, je dis 50 milliards tout simplement parce que j'estime... Attendez. Oui. Vous, juge, magistrat qui travaillez depuis des années là-dessus... Oui, je dis 50 milliards d'euros de fraude aux prestations sociales parce que nous avons démontré que nous avons au moins 5 millions de personnes qui bénéficient des prestations sociales alors qu'elles ne le devraient pas. Et sur une dépense globale de 787 milliards d'euros de prestations sociales, tout confondu, et quand vous faites... Par an. 787 milliards d'euros par an. Pardon, ça représente combien par Français par... C'était un peu plus de... C'était dans les 12 000 euros à peu près
par an. Ouais. Alors bon, comme on en a plus que ce que je pensais, on doit réduire un peu le ratio, mais on arrive à facilement une 50aine de milliards d'euros, évidemment. C'est la moitié du plan de relance de l'économie française. Mais c'est des centaines de Rafales, c'est des porte-avions en plus, c'est des chars, c'est de la recherche médicale. Pour faire de la recherche de pointe parce qu'on sait qu'on a besoin de ça. C'est de la recherche en matière d'environnement, c'est le financement de nouvelles énergies propres parce qu'il faut en finir aussi avec l'écologie punitive. L'avenir, c'est la recherche écologique aussi. Enfin, c'est plein de choses qu'on pourrait financer. Bon, avec nous, il nous a rejoint David Valaperta. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes élu CFDT, vous travaillez à Pôle emploi et vous êtes au comité central d'entreprise de Pôle emploi, de par... entre autres vos responsabilités syndicales. À chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, il y a toujours, je suis sûr que vous allez le faire, vous aviez prévu de le faire, il y a toujours une bonne âme qui dit, attendez, le vrai combat, c'est vraiment la lutte contre l'évasion fiscale, ça c'est bien ça, mais franchement, n'allez pas embêter les Français sur la lutte contre les arnaques aux fraudes sociales, aux prestations sociales. C'est pas bien, c'est la chasse aux pauvres, c'est ce qu'on dit en réalité. Alors que lui, il démontre que c'est pas la chasse aux pauvres. Ce sont pas les plus modestes d'entre nous qui fraudons. En général, c'est des réseaux très organisés. La question que je vous pose, vous qui êtes à l'intérieur de Pôle emploi, qui travaillez à Pôle emploi, qui êtes au comité central d'entreprise de Pôle emploi, soyons honnêtes, qu'est-ce qui est fait à Pôle emploi pour lutter contre les abus et surtout les tricheurs? Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une évolution assez importante dans le fonctionnement de Pôle emploi pour essayer effectivement de prévenir ces situations. Il y a une évolution et un renforcement en fait de Pôle emploi aujourd'hui autour des équipes qui sont effectivement chargées de faire ce travail de détection des fraudes. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes le met un petit peu quand même en évidence sur le fait qu'il y a effectivement un renforcement. Vous avez des auditeurs fraude aujourd'hui dans chaque région et vous avez des référents fraude aujourd'hui qui sont présents dans chaque agence Pôle emploi. Vous en avez à peu près un par agence. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sur quoi? Sur des algorithmes? Comment ils fonctionnent? Il y a plusieurs choses en fait. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Quel est le discours de la maison? En fait, pour vous expliquer, à Pôle emploi, on travaille sur ce sujet de différentes façons. Ouais. En fait, on identifie en fait par les équipes des auditeurs fraude analysent en fait les saisines qui sont remontées en interne. Vous avez des conseillers qui vont à un moment venir les voir, leur disant voilà, il y a une anomalie par rapport à ce document, j'ai un doute sur ce document, donc voilà. Il y a une première analyse, on va dire, sur tout ce qui est des remontées en interne. Vous avez des remontées en externe, avec effectivement des organismes type URSSAF, CAF, qui à un moment nous alertent, nous disent attention, là il y a une situation qui nous paraît problématique, il faut que vous l'analysiez. Et puis vous avez, parce que c'est l'élément nouveau, mais je pense que ça se fait dans pas mal d'organismes sociaux maintenant, ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire qu'on essaye effectivement d'analyser un peu plus en amont, d'essayer d'identifier, si vous voulez, finalement les zones de risque, avant finalement peut-être que les choses ne se produisent. Pour voir effectivement si pour essayer de prioriser, si vous voulez, les contrôles, pour essayer de prioriser les opérations effectivement de vérification en termes de fraude. Ouais. On est donc du coup avec cette organisation-là à une volumétrie, alors on ne sait pas si elle est complètement exhaustive ou pas, on n'en sait rien en réalité, mais qui aujourd'hui nous amène effectivement à 16 000, 18 000 situations qui sont aujourd'hui recensées par Pôle emploi. 16 000, 18 000 situations de fraude recensées par Pôle emploi aujourd'hui sur une année. Juste avant que je repasse la parole à la sénatrice... Sur 6 millions de demandeurs d'emploi. Sur 6 millions de demandeurs d'emploi. Nathalie Goulet, est-ce que le croisement des fichiers, parce que ça c'est quand même un truc très inquiétant, est-ce que ça croise chez vous les fichiers? Quel fichier croise? Mais vous savez, il y a des croisements de fichiers qui se font aujourd'hui. Vous avez par exemple, sur un sujet là qui a fait beaucoup l'actualité, y compris là par rapport au dernier rapport parlementaire, sur la question des certifications d'identité, avec par exemple la question effectivement de la vérification du numéro de carte vitale. Ouais. Aujourd'hui, nous avons informatiquement des rapprochements qui sont faits avec la CNAV, qui nous permet effectivement informatiquement de savoir si effectivement justement il y a une difficulté ou pas par rapport au numéro d'identité, la carte vitale, j'en parlais récemment. C'est un élément qui est essentiel puisque c'est un élément essentiel pour valider les allocations chômage et demandeurs d'emploi. C'est pas un truc très sécurisé la carte vitale. Non, bon. Vous êtes d'accord? Je dis pas une bêtise. Ah non, c'est pas du tout sécurisé. Mais juste, je rebondis. Vous dites qu'il y a 16 000 ou 18 000 cas de fraude sur 6 millions de personnes. Je viens de faire le calcul, ça fait 0,3% de taux de fraude. Vous pensez réellement que Pôle emploi, le taux de fraude n'est que de 0,3%? Parce que franchement, dans ce cas-là, il faut arrêter de dire qu'on lutte contre la fraude, puis il faut vendre à toute la planète votre méthodologie de lutte contre la fraude. Parce que les taux de fraude partout, en général, on tourne entre 5-6%.
dans toutes les organisations. Donc c'est bien le problème. D'ailleurs, donc monsieur, vous relayez finalement le discours de la maison. Un peu, vous relayez le discours. En tout cas, nous, on relaie en tout cas une vraie difficulté, c'est que à Pôle emploi, et pour tous dire quand même, sur les autres organismes sociaux qui sont aujourd'hui concernés par la fraude, on est tous concernés par la même problématique. C'est la baisse des effectifs. C'est la baisse des moyens. Alors, je ris quand même amèrement quand même de voir la représentation nationale qui est quand même en train de se rendre compte qu'il y a effectivement une problématique de manque de moyens, puisque c'est un peu le message aujourd'hui qui est quand même porté par un certain nombre d'enquêtes parlementaires, qui disent aujourd'hui qu'il y a un manque de moyens aujourd'hui sur cette activité, dont je ne conteste pas effectivement la réalité, alors que pendant quand même plusieurs années, c'est cette même représentation nationale qui s'est évertuée à nous dire « Ah, il faut absolument que vous baissiez vos effectifs ». Non, mais la question du manque de moyens n'est pas la réponse forcément à ce sujet-là. Vous savez très bien que là, on a une volonté politique de ne rien faire. On a quand même des patrons de grandes caisses aujourd'hui qui mentent, ou en tout cas qui dissimulent la réalité, ou qui minimisent la réalité de la fraude aux prestations sociales à des parlementaires. Donc c'est pas que la question des moyens, c'est une question politique, à mon avis, de mensonge également, de tricherie, de malhonnêteté, on va dire, d'un certain nombre de responsables de caisses qui veulent minimiser, et puis peut-être aussi qu'on n'utilise pas assez les fichiers croisés, le numérique sécurisé, comme partout. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, donner plus de moyens humains, ça serait une façon de régler le problème de la fraude aux prestations. Nathalie Goulet. Juste un moment, pour vérifier s'il y a réellement fraude, il n'y a que le regard du salarié, du technicien, l'expertise du salarié qui pourra le dire. Ouais. Nathalie Goulet, sur ce sujet. Oui, alors d'abord, le système parfait existe. C'est le système de la banque Carrefour belge, où les informations ne sont pas stockées, mais sont juste diffusées quand on en a besoin, avec un système qu'on commence à avoir en France qui s'appelle le « dites-le nous une fois ». C'est-à-dire qu'on va sortir du déclaratif, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, pour aller vers un système où l'administration va elle-même connaître les données. Donc la solution existe. Ce qui manque, c'est la volonté de la... Ouais. Ah, ça coupe, Nathalie. Oui, la solution existe. La solution existe, disiez-vous. Mais c'est la volonté qui manque un peu. Ouais. Vous voyez, c'est la facture numérique avec la Normandie. Ouais. On vous entend mal, Nathalie, ça décroche un peu, je suis désolé, mais on a compris qu'aujourd'hui, il y avait en Belgique un système, vous validez, un système qui fonctionne. C'est du croisement global de fichiers, mais les Belges sont très en avance, pareil sur la fraude à la TVA. Ils ont des logiciels de détection précoce que l'administration française ne veut pas utiliser, alors que... Et pourquoi elle ne veut pas les utiliser ? Parce qu'elle ne veut pas les utiliser. Moi, j'avais ramené ça de Belgique en 2011, en expliquant à Bercy, regardez, il y a un truc super, les Belges, ils ont totalement éradiqué des escroqueries à TVA. L'administration française ne veut surtout pas utiliser ce produit. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, il faudra leur poser la question. C'est n'importe quoi. Il faut en parler à Bruno Le Maire. C'est pas possible mais si vous voulez, on en a parlé. Attends, on va l'écouter, Bruno Le Maire, parce que dans ce cas, on est dans le double discours. Parce que Bruno Le Maire, regardez ce qu'il disait récemment sur ce sujet qui semble être pour lui la priorité des priorités aujourd'hui en période de Covid-19, qui est des gens qui grugent, qui fraudent les prestations sociales, semble lui être insupportable. Je le comprends. Dans ce cas, il faut qu'il se dote d'outils susceptibles, encore une fois, de la traquer, cette fraude aux prestations sociales. Écoutez-le, le ministre de l'économie. Le rapport de la Cour des comptes est clair. Nous voulons durcir notre dispositif de contrôle et de sanction contre la fraude sociale. Elle est inacceptable en temps ordinaire, elle est révoltante en temps de crise. Nous avons tiré toutes les conséquences du rapport de la Cour des comptes.